Yaorana Kotaunu, et aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo, c'est souvent diabolisé et pourtant ils trouvent de plus en plus leur place dans divers domaines. Et aujourd'hui on va parler du gaming, donc du jeu vidéo, dans l'éducation. Avec d'un côté Raphaël Silvestro, vice-président de la fédération d'e-sport, Yarana. Yarana, bonjour. Et puis Tihiva Farnam, de l'autre côté, passionné de gaming qui utilise des éléments du gaming dans sa profession, Yarana. Comment est-ce que les jeux vidéo peuvent-ils devenir un outil pédagogique, stimuler la motivation des élèves ou transformer les méthodes d'enseignement traditionnelles? C'est ce qu'on va explorer dans Manava, votre émission Infoservice. Plus de 3,6 milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo et le marché mondial dépasse les 200 milliards de dollars. En Polynésie, l'e-sport fait doucement son petit bonhomme de chemin. On en a déjà parlé lors d'une émission précédente. Mais regardons aujourd'hui comment les jeux vidéo ludiques et éducatifs commencent à prendre de l'ampleur, trop souvent freinés parfois par une vision conservatrice de l'enseignement. On en parlera un petit peu plus tard. Pourtant, ce n'est plus à prouver, hein. Les jeux vidéo permettent d'acquérir des compétences comme la logique, le travail d'équipe ou la créativité. Commençons justement avec Raphaël. On parle de gaming éducatif. Qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Alors, gaming éducatif, c'est un système de gamification d'un enseignement. On entend par là qu'on prend une matière, ça peut être les sciences en l'occurrence. Je vais vous donner un exemple concret que beaucoup de gens connaissent. On peut citer des marques? On peut, difficilement. On va prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent, Duolingo, qui fait une gamification du programme d'apprentissage des langues. Donc, ils vont mettre en fait tout simplement des points d'XP, des petites récompenses, des items à unlock. Donc, il y a une sorte de grind, d'envie d'apprendre qui va se créer chez la personne. Il y a beaucoup de termes, je pense que tu as perdu beaucoup de personnes. Mais des points d'expo, de l'expérience que tu as acquis. Donc, en fait, les gens vont avoir, on va dire, des petites récompenses, des petits items, des petites choses qui vont leur donner envie de continuer à progresser dans l'apprentissage par le biais de choses ludiques. Donc, on appelle ce système de mélange entre un jeu et un apprentissage, la gamification. Voilà, donc après, il faut un bon équilibre entre les deux, on le verra aussi par la suite. Effectivement, Tihiva, de ton côté, donc toi, tu es passionné de gaming, et l'utilité du gaming dans l'éducation, pour toi, n'est plus approuvée. Pour moi, oui, parce que ce sont des exemples que je peux utiliser concrètement avec certains élèves. On a des élèves qui jouent énormément, il y en a qui jouent occasionnellement, il y en a qui jouent grâce à des tontons, des tatis, des cousins. Voilà, on a tous pu jouer avec la console de la famille. Moi, j'ai commencé avec mon tonton qui avait la Nintendo. Donc, grâce à ça, j'ai pu connaître les jeux vidéo. Et oui, ça me sert pour donner des exemples, pour motiver ou surtout récupérer l'attention de l'élève ou des élèves pour pouvoir les amener là où je veux les amener. Donc, je le disais en introduction, plutôt que le diaboliser, le jeu vidéo, et se dire « Ah non, c'est pas bien parce que vous jouez à telle ou telle chose », tu vas utiliser ce jeu pour pouvoir, comme tu disais, prendre leur attention. Comment est-ce que tu fais? Par exemple, il me parle du ping. Ils disent ça bug à cause du ping. Ok, donc déjà, qu'est-ce que c'est le ping? Ils n'arrivent pas à me le dire. Ils ne m'expliquent pas qu'est-ce que ça veut dire ping. Donc on part de là. Là, on est très bien, on est sur les réseaux, en troisième. Et donc on parle de qu'est-ce que c'est le ping. On donne des exemples concrets par rapport au serveur qui se trouve. Nous, notre câble de fibre optique au toit, il est à Hawaï. Donc on a la distance. La vitesse, on la calcule, vitesse de la lumière approximativement, dans la vitesse de fibre optique. Et là, on dit, bah voilà, le temps que ton information va mettre entre ton serveur à la maison, là où tu joues, et le serveur potentiellement où tu peux jouer. Et voilà, tu ne pourras pas aller plus vite que ça. Ah, donc finalement, n'importe quel jeu, tu réussis à trouver un élément du jeu pour pouvoir justement transmettre un élément de l'éducation ou du programme scolaire? J'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que j'ai plus de 95% des élèves qui jouent aux jeux vidéo. Que ce soit sur console, sur ordinateur. Ordinateur, j'en ai beaucoup moins. Et la plus grande majorité joue sur smartphone. Et malheureusement, j'en ai quelques-unes plutôt qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On repasse dans un côté un peu plus classique. D'accord. Dans ce sens-là, on parlera du gaming et de tout ce que ça peut apporter finalement pour les élèves, mais on se doute bien que même si là on a eu un exemple concret, donc avec le ping dans certains jeux vidéo, tous les types de jeux vidéo, Raphaël, ne sont pas forcément adaptés pour apprendre. Je suppose qu'on n'utilisera pas forcément Fortnite, pour citer le plus connu, dans l'éducation des élèves. En Fortnite, en l'occurrence, non, c'est sûr. Maintenant, comme l'éducation représente beaucoup de choses, il y a la science avec les maths, plein de choses.
Ça peut être l'apprentissage des dinosaures, ça dépend de la matière qu'on va apprendre. Donc les jeux, eux aussi, proposent des choses très variées. On va retrouver par exemple un professeur qui enseigne l'histoire avec Assassin's Creed, voilà, ou Civilisation, pourquoi pas. On peut retrouver des gens qui vont enseigner les dinosaures avec des jeux de dinosaures. Donc après, je pense que c'est à tout un chacun d'adapter. En général, je pense que le bon équilibre, c'est de faire un jeu ou un programme éducatif avec le but d'enseigner directement. Ne pas prendre un jeu qui existe déjà et qui a un but simplement ludique pour enseigner. C'est beaucoup plus technique. Maintenant, on tend de plus en plus à avoir des programmes qui sont créés directement pour faire de l'éducation avec du jeu, comme je disais tout à l'heure, de la gamification de l'enseignement. Hiva, une réaction. Je vois que tu réagissais justement avec ces exemples, Raphaël. Oui. Il y avait une ancienne console qui était portable avec un petit stylet tactile, sans donner le nom de la console, où il y avait un jeu qui venait du Japon, qui s'appelait Professeur... Layton? Non, Ça... plus ancien. Ok, j'ai pas connu. Harakawa, Harazawa, je ne sais plus. Et c'était pour apprendre des méthodes de calcul mental, mathématiques. Et c'était orienté sur cette console pour les élèves à développer le calcul mental, développer la réflexion, développer la logique et la vitesse de calcul. Donc, au-delà donc, du plaisir et du côté fun, ce qui est normal, on parle de jeux vidéo quand même, il y a quand même le mot jeu dans le terme, il y a d'autres bénéfices pédagogiques pour ceux qui utilisent le gaming, comme l'exemple que tu viens de nous donner, Hiva? La logique. La logique aide beaucoup, je trouve. Le temps de réaction, le temps de calcul, de réflexion plutôt, qu'un élève peut avoir. Et la mémoire. La mémoire aide beaucoup, en fonction, bien sûr, comme Raphaël disait tout à l'heure, du jeu. Il y a des jeux, voilà, ce sont juste des jeux pour le divertissement. Oui. Et il y en a, on peut développer plein de compétences, plein de capacités différentes. Je vois que Raphaël, tu voulais réagir. Ouais, en fait, on a déjà identifié quelques avantages de l'éducation par le biais du jeu, que ce soit le jeu vidéo ou d'autres jeux, hein, parce qu'il y a d'autres jeux qui font ça. Mais le jeu vidéo, en l'occurrence, a vraiment des avantages très spécifiques. On a bien sûr l'interactivité directe, donc ça maintient l'élève concentré parce qu'il y a des animations, il y a des choses qui se passent tout de suite sur l'écran. On a l'adaptabilité, c'est-à-dire on a une vraie personnalisation, puisqu'il réagit tout de suite par rapport aux erreurs que va faire l'élève et lui proposer ou d'apprendre une leçon qui en correspond à ces erreurs et en direct. On a la motivation, puisqu'on a aussi un jeu, donc l'élève va vouloir continuer à apprendre parce que c'est sympa, c'est ludique. Donc tous ces systèmes-là font que on a un élève qui va recevoir donc une motivation permanente, une interactivité, un feedback direct, une personnalisation, et c'est vraiment des outils qui sont très intéressants. Comme disait mon ami ici présent, on a les téléphones portables pour la plupart des élèves, donc on a déjà, comme je disais, des applications qui sont déjà efficaces dans le système de l'éducation, et ça va tendre de plus en plus à aller vers là. Maintenant, il faut qu'on soit capable de mettre des limites et un cadre aussi sur ce sujet. Bien sûr, il y a aussi des exemples concrets, comme par exemple une école du numérique qu'on avait reçue il n'y a pas si longtemps, qui utilise donc un jeu qui s'appelle Minecraft, mais Minecraft éducatif. Et donc là aussi, on a des exemples concrets de quand le jeu permet de créer des compétences en plus. On parle de logique, on parle aussi parfois de réflexes en fonction de certains jeux, comme le FPS. Alors, ça va peut-être pas te plaire, mais par exemple Fortnite, donc tu citais tout à l'heure, si on parlait travail d'équipe, communication et aussi insertion, parce que ça fait partie de ça, ne pas s'être isolé. Fortnite, qui propose pas mal de jeux en équipe, de parties en équipe, lui va travailler le réflexe de la main, de l'œil, la connexion œil-poignet, donc tout ce qui est système de mouvement. Après, on va avoir la communication pour dire où sont les adversaires, si on doit faire une construction, si on avance, si on recule par rapport à la situation. Beaucoup de nos jeunes, on le parlait tout à l'heure avec le câble, on est connecté sur les États-Unis, sur les serveurs américains, donc on a une communication qui se fait majoritairement en anglais. Donc l'apprentissage des langues. Ouais, on avait des jeunes qui détestaient l'anglais ou qui étaient très mauvais à l'école en anglais, qui vont faire un effort parce qu'ils ont envie de jouer avec leurs potes américains ou de faire des connaissances, et qui vont donc tout simplement apprendre une langue. Et comme je disais tout à l'heure, pour le côté amis, connexion, non-isolement, en fait, les jeux sont de plus en plus utilisés pour faire des rencontres et avoir des amis. Moi, la plupart de mes amis polynésiens de jeux, s'entend, je les ai rencontrés en ligne, tout simplement. Alors, justement, en parlant de tout ça, Hiva, on parle donc de toutes ces manières dont le jeu permet de faire évoluer l'éducation, que ce soit ici en Polynésie ou partout ailleurs. Mais une des barrières principales, Hiva, je suppose que c'est certains esprits conservateurs qui voient le jeu vidéo, qui le diabolisent. Diabolise, une minorité, oui, le diabolise. Il y en a qui trouvent néfaste, mais une grande majorité, c'est plus négatif.
Après, ça peut être des enseignants, des collègues Ou même des parents. Mhm. Quand on arrive à se rencontrer, à discuter, la plupart peuvent changer d'idée. Ah, donc ils sont assez réceptifs quand même. Oui, parce que je leur dis, je donne comme exemple, je me prends moi, je leur dis, sans les jeux vidéo, je ne serais pas là où je suis actuellement. C'est-à-dire, le jeu vidéo, toi, t'as aidé Oui. dans l'éducation, dans ta progression? Oui, moi j'ai fait des études dans le domaine du jeu vidéo. Mhm. Je me suis spécialisé à Bordeaux dans une école de programmation spécialité jeux vidéo. Et ensuite, j'ai passé mon concours en informatique pour entrer dans l'éducation nationale. Donc, on rassure les parents finalement, et même le personnel éducatif ou toute Oui. personne un peu sceptique, finalement, en donnant des exemples concrets. Oui. Raph? Tout à fait. Alors, en fait, c'est comme toute chose. Hein. Si on abuse, c'est pas bon. La nourriture, si on en mange trop, c'est pas bon. Le soleil, si on reste trop au soleil, on prend un coup de soleil. Mhm. Les jeux vidéo, c'est pareil. Il faut savoir s'en servir. Si vous êtes parent en ce moment et que vous avez des enfants et que vous êtes inquiet au niveau de leur éducation, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur ordi, servez-vous-en comme motivation, tout simplement. Parce qu'ils sont motivés pour passer du temps, ils ont envie d'être avec leurs copains, comme je le disais, ils ont envie de jouer. Il faut faire un petit contrat moral, dire écoute, tant de jeu pour telle note, voilà, donc on tient le deal. C'est ce qui t'est arrivé et ça a fonctionné pour toi. Je pense que c'est un très très bon outil. Comme tout outil, il faut qu'il soit bien utilisé. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, on voit des exemples concrets. Tu le disais tantôt, tu y vas. Mais est-ce que toi, tu réussis à quantifier, à remarquer une amélioration du comportement, de la concentration auprès des élèves avec qui tu utilises le gaming, justement? Alors, avec moi, oui, dans mes cours, je le remarque. Mhm. Parce qu'après, moi, j'enseigne la technologie au collège. Donc déjà, c'est une matière où les élèves sont quand même beaucoup plus réceptifs que je pense enseigner le français, l'histoire géo ou même les mathématiques. Mhm. Bon, on n'est pas l'EPS, hein. L'EPS, ils sont au-dessus de toutes les matières. Tous les élèves adorent aller en EPS. Mais en technologie, j'ai cet outil chez l'ordinateur, dans ma salle. Donc, les élèves peuvent aller dessus. Je leur dis, grâce aux compétences qu'ils peuvent avoir dans un jeu vidéo, on peut avancer plus facilement. Ils savent qu'avec moi, on peut faire certains projets. Mhm. On va faire de la modélisation, par exemple. On fait de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Et je leur montre un exemple tout bête, Kratos. Voilà, Kratos a combien de polygones quand il est modélisé par Raphaël Grazetti. Mhm. Malheureusement pas ce Raphaël. Ça me va. Donc en fait, les polygones que tu vas utiliser dans la création d'un personnage, tu vas permettre de les rattacher, je suppose, à la géométrie. Plus à combien de polygones nous on va réaliser pour faire par exemple une chaise, une niche, une maison, d'autres objets. Et ces objets, une fois que les élèves les ont finalisés, on peut les imprimer en 3D et ils partent comme si c'était leur figurine. Comme s'ils avaient fait la figurine de leur jeu. S'il y en a qui ont les compétences de réaliser Kratos, on pourra imprimer Kratos s'ils veulent. Donc on le rappelle pour ceux et celles qui n'auraient pas la référence, Kratos qui est un personnage de jeu vidéo. Est-ce que c'est dans ce sens, Raphaël, que finalement la fédération que tu représentes aujourd'hui, la fédération d'e-sport, a vu le jour? C'est pour améliorer finalement, déjà démystifier des idées reçues autour du gaming. Il y a beaucoup de travail. Ouais. Il y en a beaucoup. On a beaucoup d'idées reçues. Après, évidemment, il y a des limites dans toute chose. Hein, je le disais précédemment. La fédération, elle est née justement pour amener des jeunes qui sont dans le monde du jeu vidéo à une professionnalisation, à faire des compétitions. C'est une fédération d'e-sport, hein, donc on va tendre vers ça. Et bien sûr, si on a l'occasion, parce qu'on est en train de discuter avec le gouvernement pour obtenir une officialisation avec eux de certaines choses, et on pourra après, par la suite, si le gouvernement le souhaite, intervenir pour faire de la prévention justement sur les excès du jeu vidéo. Et aussi, bien sûr, dans ce cas-là, encadrer un peu plus les jeunes au Fénois sur le jeu vidéo. Alors justement, avant de continuer, faisons un petit état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, le gaming, ça se déroule bien, ça progresse bien? Bien devant ton micro, s'il te plaît, Raphaël. Alors, excuse-moi, oui, ça progresse bien. On a la Rockstar qui est en ce moment en activité, avec des associations qui sont au sein d'ailleurs de la fédération. Et on tend de plus en plus à amener nos jeunes vers les hauts niveaux. Mais alors là, c'est encore un autre domaine que l'éducation, mais ça avance bien pour le Fénois au niveau de l'e-sport. On est très content. Ça avance très bien. Par contre, ce que tu disais un peu plus tôt, c'est l'équilibre. Trouver un équilibre entre justement l'utilisation de ces jeux vidéo avec l'éducation. Y va, comment est-ce que tu fais, toi, pour savoir à quel moment tu en utilises trop ou tu en utilises pas? C'est quoi l'équilibre finalement idéal? L'équilibre idéal, j'en ai aucune idée. Comment on peut dire ça? Je peux avoir certaines explications.
où il faut que, personnellement, il faut qu'on ait un équilibre entre son sommeil, entre les notes qu'on peut avoir, et le fait d'être compétent dans le jeu vidéo aussi. Oui, parce que Pas jouer et se faire ramasser à chaque partie. Non, parce qu'après, c'est plus motivant, t'as plus envie d'y jouer, et tu vas dire, tu perds ton temps, et tu peux faire ce temps pour perdre du temps autre part. Ouais. effectivement, on peut. Oui, Raphaël, une réaction. Sur ce sujet-là, après, on est en train de parler là de jeux classiques. Donc là, sur le sujet qu'on est en train de parler, on parle de jeux classiques. Si maintenant on prend des jeux qui sont faits pour, comme je disais tout à l'heure, des jeux enfin une éducation qui a une gamification et pas un jeu qui a une éducation entre guillemets qui est appuyée sur ce jeu, là le cadre est différent. C'est-à-dire que quand on parle d'équilibre de l'éducation dans le monde du jeu vidéo, je pense qu'il faut surtout se dire quel est mon outil et avec quel type de personne, à quel type de personne je m'adresse. On va pas avoir la même démarche si on enseigne les mathématiques avec un support que si on s'adresse à l'anglais, par exemple, avec Duolingo ou d'autres applications. Le but, c'est vraiment d'adapter à l'individu. C'est aussi ce que permet le jeu vidéo et les applications d'éducation, que ce soit sur tablette, téléphone, ordinateur, etc. Par exemple, on a connu Adibou pour la plupart d'entre nous. Tu me rappelles de bons souvenirs d'ailleurs. Voilà. Donc, ceux qui ont la trentaine, bonjour. Et Adibou, par exemple, on voulait avoir le jeu, mais pour avoir le jeu, il fallait qu'on fasse des exercices. Donc, on avait la motivation, la carotte, et on voulait avoir notre jeu. Donc là, si l'élève fait ses exercices et joue 1 heure, c'est bon. Si maintenant il fait ses exercices, il joue 6 heures, c'est à vous de mettre le haut là et dire bon, on a un truc. Donc c'est aux parents aussi, ou aux enseignants, ou aux gens qui se servent de ces outils, de rester quand même vigilant et d'avoir un travail de supervision voilà, de l'élève. Oui, parce que ce qui est important de dire, c'est que depuis tout à l'heure, on parle des avantages, que ce soit la cohésion, la logique, etc., que le gaming peut apporter de positif. C'est normal, vous êtes les porteurs de cette bannière, mais il ne faut pas oublier que ça a aussi parfois des inconvénients quand c'est utilisé à mauvais escient. Y va. On parle par exemple de sommeil, tu nous disais un peu plus tôt. Oui, quand on est jeune, on ne fait pas attention, on peut faire 1 nuit blanche, 2 nuits blanches, on peut jouer en ligne pendant des heures, que ce soit n'importe quel type de jeu. Des MMORPG par exemple, pour ceux qui en ont joué, qui regardent l'émission, le temps on ne le voit pas passer. Et ça peut être néfaste. Bon, quand on était jeune, c'était souvent, il n'y avait que l'école. Maintenant on est adulte, on a une vie de famille, on a un travail, on est obligé de... Il y a d'autres priorités. La famille, le travail et malheureusement, après les jeux vidéo. Bien sûr. Et donc cet équilibre, il faut dormir. Il faut pouvoir dormir. Et si on prend le gaming dans le sujet d'aujourd'hui, à savoir l'éducation, pareil, il peut y avoir des inconvénients si c'est utilisé, pas de la bonne manière, Raphaël. Non, Oui. si c'est pas utilisé de la bonne manière, oui, évidemment, mais comme toute chose, je veux dire, si vous prenez une crème solaire, vous l'avalez, c'est pas forcément fait pour. Maintenant, dans l'absolu, si le programme a été bien fait par des professionnels, que vous êtes un enseignant ou quelqu'un qui a envie de donner une éducation à votre enfant et de le motiver, que vous servez du jeu et que vous faites les choses bien, non, il n'y a aucun problème. Ça reste un outil. Ça reste un très bon outil. Voilà, pareil, le marteau, ne le plantez pas dans votre télé, évidemment. Mais voilà. Donc, pour revenir dessus, quand j'étais stagiaire après mon concours à l'INSPE, je peux le dire, Oui. j'ai créé un petit programme très simple où on était en TPS, enfin un petit jeu très simple, on était en TPS, il y avait une sorte de labyrinthe. TPS, on va peut-être préciser pour les gens. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'étais en train de me demander. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Vue plus dessus, par exemple. Où c'est une vue à la 3e personne. Voilà, 3e personne. Voilà. Vue à la 3e personne. Et donc, ça avait un petit labyrinthe. Et à chaque fois, il y avait, pour aller à gauche ou à droite, on avait une question. Et il y avait plusieurs réponses. Et avec l'arme que nous avions, il fallait tirer sur les bonnes réponses. Et ça t'ouvrait le chemin dans lequel tu devais passer. Donc finalement, il y a toujours des applications possibles, comme on le dit depuis le début de l'émission, mais question qui va peut-être un petit peu fâcher, est-ce qu'on a aujourd'hui le matériel ou même les compétences pour ce genre d'initiative? Les compétences, c'est-à-dire les personnes pour le créer, oui, on les a. Moi, j'ai créé ça en 3 mois. C'était quelque chose de très simple. Ça suffit pour épater tous les autres stagiaires. C'était bien. Mais donc les compétences pour le faire, oui. La structure, le matériel, on pourrait l'avoir si on y met les moyens. Il y a encore de l'amélioration à avoir. Oui, parce qu'après, il faut surtout apprendre, éduquer les enfants, les élèves,
à la maison à prendre soin de ses affaires. D'accord. Raphaël, une réaction? Oui, c'est comme toute chose. On a à l'heure actuelle l'IA qui va servir certainement dans l'éducation d'ici quelques années, voire quelques mois pour certains pays qui sont déjà en avance sur le C'est sujet. même déjà le cas. J'ai pu voir des articles sur Voilà. des professeurs qui utilisaient l'IA pour faire du fact-checking. Pareil, l'IA, il faut apprendre à faire un prompt. Un prompt, c'est un texte qu'on va rentrer dans la machine pour lui poser une question. Donc c'est un travail d'apprentissage là-dessus. Si c'est bien fait, c'est un très bon outil. Si c'est mal fait, ça reste compliqué. Et l'IA peut servir aussi de nos jours à créer des jeux vidéo ou des choses interactives qui vont permettre de motiver les élèves à faire des choses, comme il disait tout à l'heure, tirer sur la bonne réponse. Voilà, en Et l'occurrence. juste pour ajouter, le cadre de l'IA est sorti dans l'éducation. Super. Donc ce qui est avant la 4e, c'est interdit. Mhm. D'accord. Dans le sens où l'élève ne peut pas utiliser. On peut lui montrer peut-être à quoi ça correspond. Mais sinon, à partir de la 4e à la 3e, ça peut être utilisé avec des restrictions. Et à partir de la seconde, sans limitation. Et donc, ça nous permet de pouvoir conclure avec le dernier point qui est que de pouvoir les éduquer au gaming ou à ces choses numériques, ça permet aussi de les préparer aux futurs métiers du numérique qui vont de plus en plus voir le jour. Vous parliez d'IA il y a quelques instants. Yves. Tout à fait. On est censé former des citoyens grâce à l'école. Mhm. Et ces citoyens, on ne les forme pas pour les citoyens maintenant. Là, ils en ont 10 ans, 15 ans. Non, ils sont citoyens dans 3, 5, 10 ans. Et donc, on doit les former à l'avenir. Si nous, en tant qu'enseignants, en tant que parents, en tant que gamers, on n'est pas à jour sur ce qui va arriver ou ce qui arrive déjà, ben on va être en retard. Mhm. Et donc, un joueur qui ne connaît pas les nouveaux jeux qui vont arriver ou les DLC qui vont arriver, ça le fait mal. Ouais, Ah, comme quoi, Et pareil pour gaming, l'éducation. le gaming, finalement, c'est un loisir, certes, mais ça peut aussi devenir un véritable outil pour réinventer l'éducation, que ce soit ici ou ailleurs. On bifurque légèrement pour terminer notre émission, pour parler non pas du gaming, mais de la culture populaire, avec Micheline Dartin, documentaliste du lycée Don Bosco, qui aide ses élèves avec beaucoup de bienveillance. Bonjour, je m'appelle Micheline Dartin, je suis professeure documentaliste au lycée professionnel de Don Bosco à Pirenne. Alors le CDI, pour moi, c'est un endroit très important dans l'école, dans l'établissement. Moi, je parle de mes petits secondes. Souvent, ils n'ont pas d'amis, ils sont un peu perdus. Ils se réfugient au CDI. C'est un lieu où tu peux lire, où tu peux travailler, mais aussi c'est un lieu d'insertion, je dirais. Je dirais que c'est là que tu te fais des copains. À travers, moi, par exemple, mon club manga ou d'autres activités que je peux proposer. Alors moi, je propose le club manga essentiellement parce que c'était à la demande des élèves. Hein. C'est venu d'une demande d'élèves. J'avais des mangas au CDI, mais c'est eux qui sont venus à ma rencontre et me demander de le monter. C'est ce qu'on a fait. Et au fur et à mesure, j'ai appliqué ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Je leur ai demandé quels étaient les projets qu'ils aimeraient mettre en place. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit mis des projets en place, comme on a fait venir des intervenantes japonaises et le projet phare et qui cartonne chez nous, c'est le cosplay. Alors, de rendre nos séances attractives, c'est la clé d'un joli projet, je pense. Un élève qui va pas adhérer, ça sera un élève grincheux et il va pas forcément se mettre au travail tout de suite, alors que si il est intéressé, qu'on leur propose des activités différentes, des activités qui bougent, il va pas s'ennuyer, il va tout de suite adhérer et oui, forcément ça va avoir un impact sur sa motivation. De nos jours, on s'adapte aux élèves, c'est-à-dire qu'on a des outils pédagogiques qui sont des tablettes numériques. Donc à travers avec les tablettes numériques, ils peuvent répondre à des quiz, ils peuvent regarder des vidéos. Ça devient quelque chose d'interactif. On leur propose aussi d'être en groupe. On les fait bouger dans la classe. On a des outils qui font qu'ils vont pas rester statiques et recopier le coup. On essaye de diversifier nos supports et puis nos séances. Et du coup, oui, ça rend le cours plus attractif et j'espère que les élèves le vivent comme ça.
Et pour terminer, comme d'habitude, les meilleures références. Donc aujourd'hui, on parlait du gaming et de l'éducation, justement. Bon, la page Facebook de la Fédération d'e-sport. Si la Fédération d'e-sport a vu le jour il y a un peu plus d'un an, nul doute que de beaux projets vont venir agrémenter vos journées de gamers ou de passionnés, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis vous avez bien sûr la page Facebook de l'école Kanea Tahiti qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin dans la passion du gaming, Kanea a ouvert ses portes l'année dernière et ses premières années ont déjà fait de beaux projets. Peut-être que ce sera votre futur établissement. On n'oublie pas un événement qui est très important pour le côté social du gaming, c'est la Rockstar qui arrive très prochainement, donc le 10 octobre prochain. Merci beaucoup Raphaël d'avoir été présent et surtout d'avoir représenté cette nouvelle fédération d'e-sport. On est très heureux, puis on a hâte de vous montrer nos projets. Voilà, suivez-nous. Et merci aussi Iva, tu es venu aujourd'hui en tant que passionné, mais bon courage pour tes projets de gaming finalement dans l'éducation de tes élèves. Merci Aaron. Merci aussi à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée sur TNTV avec votre VA Tahiti à 18h. Maururi itotato faririra trahoma parhana.